Sur RTCI. 120 minutes et là, nous entrons de plein pied dans l'économie, votre magazine économique comme tous les jeudis à partir de 18h10, Ecosphère. Et encore une fois, j'ai l'avantage et le plaisir de recevoir Madame Habiba Nasraoui Ben Brad, enseignante universitaire. On va parler aussi aujourd'hui des BRICS. Bonsoir Madame Habiba. Bonsoir, Monde, toujours aussi ravi d'être avec vous sur les ondes de RTCI, dont je salue vivement les auditrices et auditeurs. Alors, qui doivent être nombreux, j'espère, à nous suivre. Je l'espère. Voilà, parce que nous avons entamé déjà ce sujet il y a de cela quelques semaines, et on y revient parce que c'est un peu l'actualité, et que, en fait, le sommet dernier, qui a eu lieu le 6 et 7 juillet dernier, le sommet, le 17e du nombre, n'a pas été suffisamment traité par les médias, ce qui nous a plutôt poussé à nous y pencher à travers vous, Madame Habiba Nasraoui Ben Brad, enseignante universitaire et quasiment une spécialiste de ce sujet. Alors, Madame Habiba, les résultats du 16e et du dernier sommet des BRICS nous commande une réflexion approfondie, pas uniquement sur l'avenir de ces pays qui forment les BRICS, mais également par rapport à l'avenir du dollar américain en tant que monnaie de réserve, et surtout quant au devenir du système monétaire international. Mais commençons d'abord par une petite histoire des BRICS et comment ce groupe a-t-il été créé et comment a-t-il été étendu ? Justement, on va commencer un petit peu par présenter le groupe des BRICS. C'est en 2001 qu'un économiste, Jim O'Neill, de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs, qui a créé l'acronyme BRIC pour désigner Brésil, Russie, Inde et Chine, et a prédit que ces économies deviendraient les premières puissances économiques mondiales du XXIe siècle. Et je pense qu'à ce jour, eu tort, hein. Il n'a pas eu tort, justement. Alors, les points communs entre les quatre premiers pays du groupe qu'on appelle aujourd'hui BRICS+, c'est que ce sont des pays qui disposent de vastes ressources naturelles. Ce sont des pays qui font partie des premières puissances économiques mondiales. La Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. L'Inde, c'est la cinquième puissance économique mondiale. Le Brésil, peut-être qu'on ne le sait pas, il est très bien classé. Hein, c'est la huitième puissance économique mondiale. Oui, et la Russie, c'est entre 9e et 10e puissance économique mondiale, sachant que classée en termes de parité de pouvoir d'achat, la Russie gagnerait bien des places. D'autres places. Donc nous avons l'Inde qui est devant aussi bien le Royaume-Uni que la France. Alors ces pays se caractérisent également par le fait qu'elles aient des superficies très très vastes. Ce sont de très vastes pays. Ce sont on dirait même des continents. De très très vastes pays. La Russie, c'est la plus grande superficie dans le monde avec 17 millions de kilomètres carrés. Malgré le fait que l'Empire russe a été démantelé. Hein. Oui, il était beaucoup pour plus passer vaste, de 23 millions à 17 millions de kilomètres carrés. La Chine, c'est la 3e place, après le Canada. Le Brésil, c'est la 5e place, et j'en passe. L'Inde, je pense qu'il est à la 6e ou 7e place avant le Mexique. Oui. Donc, mais quand on parle de Canada, c'est beaucoup plus au niveau de la superficie qu'au niveau de la population. Parce bien évidemment. C'est un pays qui est très peu peuplé, hein, il faut le Alors, signaler. ces pays, justement, se caractérisent par le fait qu'ils soient très très bien peuplé, oui, par une croissance économique accélérée et qui s'est prolongée sur des décennies, par l'émergence d'une classe moyenne assez large. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie, le PIB par habitant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est de 15 000 $. La Chine... Oui, on n'a pas envie de dire du bien de la Russie, hein, surtout, surtout au niveau de l'Europe, il faut le signaler, franchement. Le Brésil, c'est
près de 9 000 $. Il n'y a que l'Inde qui a un PIB par habitant qui est jusqu'à présent un petit peu bas. Pourquoi? À cause d'une population qui est très large. Même, oui. C'est le pays le plus peuplé au monde depuis déjà 2 ans, avec 1,438 milliard d'habitants, juste avant la Chine. Oui. Voilà. Alors c'est ça les BRICS. C'est pour cela que on prévoit qu'ils commencent à être les premières puissances économiques mondiales. Madame Habiba, ils ont été un peu conscients de ce poids, aussi bien en termes de population que de croissance. En parlant que des 4 pays parce qu'on va y arriver. Voilà. C'est en 2006 justement que ce groupe devient officiel. Ils ont tenu leur premier sommet en Russie en 2009. Ils sont devenus BRICS avec l'adhésion de l'Afrique du Sud en 2010. Le S, c'est pour le South Africa. Voilà. Cette adhésion s'expliquait par le fait que l'Afrique du Sud représente l'un des plus grands pays en termes de croissance économique, de PIB, etc. De l'Afrique, et sur le plan géostratégique, un point d'ouverture, d'accès à l'Afrique. Alors, en devenant BRICS plus en 2024, ça a été décidé à Johannesburg en 2023 avec l'adhésion de l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte en 2024. En 2025, c'est l'Indonésie qui va rejoindre les BRICS plus pour devenir justement BRICS plus. Avec justement toutes ces adhésions, les BRICS vont accaparer plus de 40% de la production mondiale de pétrole brut. On a les chiffres ici, si vous permettez. Oui, bien sûr. Nous avons les BRICS plus justement avec l'adhésion de l'Indonésie vont avoir une population totale de 3,892 millions d'habitants. Millions d'habitants, oui. Oui, soit 48,28% de la population mondiale. La part des BRICS dans le PIB mondial calculé en parité de pouvoir d'achat est passée à 35% en 2024, dépassant ainsi celle du groupe du G7 qui va descendre de 42% en 2003 à 29% en 2024. Cependant, et ça, c'est ça le plus grand problème qui est débattu lors des 16e et 17e sommets des BRICS, c'est les droits de vote. Les BRICS plus aujourd'hui n'ont que 18 et quelques poussières, 61% des droits de vote contre un 42% pour le G7. Alors les droits de vote à ne pas confondre avec ce qu'on appelle la composition des droits de tirage spéciaux du FMI. Les droits de vote sont déterminés par les quotes-parts qui sont versés par les pays membres du FMI. Sachant que la Chine, avec une deuxième place dans le PIB mondial et même une première place en termes de PPA, ne dispose aujourd'hui, et ça depuis 2016, que de 6,4% des droits de vote contre un peu plus de 16% pour les États-Unis. Oui. Donc il y a une très mauvaise représentation en termes de droits de vote en rapport avec la puissance économique et en termes de population par rapport aux pays BRICS. Bien, alors là c'est pour raconter un peu et pour nous citer comment a été créé ce mastodonte, mais certainement il y a des objectifs derrière cela. Quels sont les objectifs principaux des BRICS?
Alors, je vais confondre un petit peu les objectifs avec les résultats du 17e sommet des BRICS. Oui, ça a du sens, puisque les objectifs, c'est pour réaliser des résultats. En rapport avec justement ces objectifs. Alors, le 17e sommet des BRICS qui s'est déroulé... Il n'y a pas longtemps, le 6 et 7 juillet. Les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro. Le premier ministre, bien sûr que le président Poutine, que j'appellerais moi l'homme du siècle, n'a pas pu s'y rendre pour ne pas mettre en gêne le Brésil. C'est ça. Justement, le Premier ministre Narendra Modi était présent lors de ce 17e sommet des BRICS qui s'est tenu à Rio de Janeiro au Brésil sous le thème « Renforcer la coopération mondiale du Sud » pour une gouvernance plus inclusive, une gouvernance mondiale, justement, plus inclusive et durable, et a signé la déclaration de Rio de Janeiro. Permettez-moi justement de vous présenter les principaux résultats qui se confondent avec les objectifs justement des BRICS. Alors, l'un des premiers résultats est celui de la réforme de la gouvernance mondiale. Vous me poseriez la question, c'est quoi en vérité pour nos auditeurs justement, elle s'exerce à travers quelles instances? La gouvernance mondiale s'exerce à travers le FMI, la Banque mondiale, le Conseil de sécurité de l'ONU surtout, et l'Organisation mondiale de commerce essentiellement. Et tout à l'heure, je venais de vous annoncer que les quotes-parts des pays BRICS sont largement en deçà de leur puissance économique, financière. Il y a une disparité. Et en termes de population. Alors les BRICS ont justement confirmé lors de ce 17e sommet leur soutien à la candidature du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud à un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité justement de l'ONU et exhorter le FMI, la Banque mondiale et l'OMC à changer les règles, donc à des réformes en vue d'assurer une plus grande représentation de tous les continents et en vue de refléter davantage les réalités économiques mondiales actuelles, le rôle joué par les marchés émergents et par les pays en développement. Alors on va voir un petit peu les sièges au niveau du Conseil de sécurité. Il y a la Russie, il y a la République populaire de Chine, il y a la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Comme vous pouvez le constater, l'Amérique latine n'est pas représentée. L'Afrique n'est pas non plus représentée. Et nous avons l'Inde avec une population de près de 20% de la population mondiale qui n'a pas de siège permanent. Il y a quelque chose qui cloche. C'est une aberration. Alors, développement durable. Donc, c'est un autre résultat du 17e sommet. Alors, les pays BRICS ont adopté justement la déclaration cadre des dirigeants donc déclaration cadre à l'échelle universelle. Elle n'est pas spécifique aux pays BRICS. Non. Pour le financement des changements climatiques, donc pour mobiliser des ressources en faveur des pays en développement. Et ils ont également approuvé un protocole, un accord de protocole de partenariat des marchés du carbone, mais là spécifique aux pays BRICS. Un autre élément essentiel auquel ils se seraient intéressés lors de ce 17e sommet, c'est intitulé « Paix et sécurité ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont réaffirmé? Ils ont réaffirmé les solutions africaines aux problèmes africains, pour pas qu'il y ait une ingérence, notamment de l'Occident, dans les affaires de ces pays. C'est-à-dire que chacun doit s'occuper de ses propres affaires. Ils ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à une solution à 2 États.
Alors après, justement, c'est un des objectifs également, la coopération financière. La coopération financière via un système de paiement transfrontalier. Pourquoi? En vue de réduire la dépendance au dollar, en soutenant l'expansion et l'extension de la NDB, la nouvelle banque de développement. Vous savez qu'en 2014, 2 institutions financières ont été créées, à savoir, entre autres, la nouvelle banque de développement, la banque asiatique dans les investissements dans les infrastructures et le contingent des réserves, justement. Après, justement, pour réduire et en soutenant également un autre mécanisme, on va dire, un mécanisme de garantie multilatérale, BMG, BRICS, Multilateral Guarantee, en vue de réduire les risques d'investissement. C'est important. Après, un autre élément également essentiel, à savoir la technologie et l'économie numérique. Les BRICS ont également adopté la déclaration des dirigeants sur la gouvernance mondiale, sur l'intelligence artificielle, et convenu de former, de lancer un conseil spatial. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est du fort, c'est du grand calibre. C'est du fort et ce sont des considérations qui vont au fond des choses et qui intéressent les citoyens du monde. Alors, il y a peut-être un autre résultat que je considérerais pour ma part comme constituant un tournant géopolitique de la plus haute importance et peut-être un pas en avant vers un monde multipolaire qui constituerait l'un des principaux objectifs des BRICS, c'est l'émancipation du Brésil par rapport aux États-Unis. Comment? Par la signature d'un accord commercial historique en yuan avec la Chine. La Chine est, je rappelle, depuis 2013, le principal partenaire du Brésil. Et les transactions entre ces deux pays ont enregistré un record historique en 2022 et en 2024. Alors, contrairement également à ce qu'on pourrait penser, le Brésil a une balance excédentaire avec pratiquement tous ses pays partenaires, entre autres justement l'Argentine. Oui, ça se comprend compte tenu des richesses qu'il possède, oui. En parlant de l'Argentine, justement, j'aurais omis de le dire tout à l'heure, c'est que l'Argentine devait rejoindre les BRICS en 2024. Ils se sont retirés. L'Arabie saoudite, le Kremlin l'a annoncé tout dernièrement. Elle a renoncé à temporairement, oui. En tant que membre à part entière, sachant que l'Arabie saoudite a été présente lors du 16e et 17e sommet. En tant que membre observateur, peut-être. En tant que pays invité. Pays invité. En tant que pays invité. Ça, c'est la qualité. Sachant, peut-être je mettrai cela entre parenthèses, que l'Arabie saoudite a conclu un accord de très grande envergure en yuan pour l'exportation de son pétrole vers la Chine. Sachant que, il y a 2 éléments essentiels ici, on l'a déjà dit la dernière fois, la Chine est le premier pays importateur de pétrole et ces 2 principaux pays qui exportent le pétrole vers la Chine, c'est l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc vous comprenez par là que l'accord est un accord de très très grande envergure. Oui. L'Arabie saoudite est encore un pays ami des BRICS. Donc c'est stratégique cette position qu'ils prennent en se retirant, moi je dirais peut-être temporairement. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus un wait and see avant vraiment de rejoindre les BRICS. Et c'est quand pour la Tunisie alors
C'est comme pour la Tunisie, Oui. c'est ce à quoi j'ai appelé depuis des années. C'est une diplomatie environnementale, comme vous pouvez le constater. Les BRICS, ils ont signé cette déclaration cadre de financement des changements climatiques. Et la Tunisie, en se faisant l'ami de ces pays, ou même en se faisant inviter au sommet des BRICS, pourrait bénéficier de transferts importants en faveur justement des changements climatiques en Tunisie. Oui, très bien. Alors, Madame Habiba Nasraoui, là, les BRICS, leur importance, vous venez de citer là les principaux résultats du 17e sommet. Revenons au 16e sommet des BRICS, à Kazan, dont le thème a été renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiale équitable. Alors, pouvez-vous nous dire quels ont été les points clés et les leçons surtout à tirer de ce sommet, celui qui a été réuni en 2024, c'était en octobre 2024? Alors moi, je vais d'abord commencer par peut-être exposer la manière dont les BRICS, et cela va avoir un impact très très important sur les résultats justement du 16e sommet des BRICS, qui a marqué un tournant politique, diplomatique extraordinaire dans la gouvernance, je dirais moi, mondiale. Alors comment ils redéfinissent justement la dynamique du pouvoir dans la gouvernance mondiale? Ça, c'est l'objectif essentiel des BRICS. D'abord, la sécurité énergétique. Avec l'adhésion sécurité énergétique à l'échelle internationale, avec l'adhésion des Émirats arabes unis et de l'Iran, avec la Russie, qui est un grand producteur de pétrole, les BRICS, les pays BRICS représentent près de 44% de la production mondiale de pétrole brut, ce qui les place en acteurs clés dans justement la garantie de la sécurité énergétique et pour influencer les prix du pétrole et les chaînes d'approvisionnement. Tout à fait. Les BRICS offrent également une plateforme diplomatique neutre, stratégique, non occidentale pour le dialogue en situation de tension bilatérale comme celle qui oppose la Chine et l'Inde au DOCLAM. Les BRICS offrent également un forum multilatéral pour des pays comme l'Inde et d'autres pays pour faire pression en faveur de réformes auprès des instances internationales telles le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de commerce. L'inclusion de nouveaux pays membres également de l'OMC, à part l'Éthiopie et l'Iran, qui ne sont pas encore membres de l'OMC, montre les efforts qui sont effectués par ce groupe pour marquer davantage son empreinte à l'échelle mondiale et pour élargir cette coalition de nations non occidentales. Alors maintenant, on va aller vers le 16e sommet à Kazan, dont vous venez de me parler, qui s'est tenu du 24 au 27 octobre 2024. Oui. Le président turc Erdogan et une vingtaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, étaient présents lors de ce sommet. C'est peut-être l'événement le plus important. Oui, c'est l'événement justement le plus important selon les experts russes, jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale, pour la Russie. Alors, quels sont quelques éléments clés des résultats de ce sommet? Alors, le sommet a mis l'accent sur le renforcement du dialogue et des liens entre tous les pays du Sud global. Pas uniquement ceux du BRICS.
le Sud global, tout le Sud global. Alors, pour peut-être une définition de ce Sud global, tous les pays qui ne font pas partie de l'OTAN, de l'Union européenne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, c'est le Sud global. Ils se définissent un petit peu ainsi. Alors, en vue de créer justement une plateforme de coopération économique et politique. Les BRICS, là on retrouve également leurs objectifs, ont réaffirmé leur volonté de contribuer à un monde multipolaire et équilibré, où il y a plus d'équité, plus de justice entre tous les pays du monde. Alors depuis le 1er janvier 2025, donc c'est un résultat du sommet de Kazan. Quasiment immédiat, hein, quelques semaines après. Juste après, exactement, les pays BRICS disposent d'une nouvelle catégorie d'États partenaires. Alors les États partenaires, ce sont des candidats potentiels au statut de membres des BRICS. Donc on va les préparer, ces États, à ce statut. C'est une sorte de stage. Exactement. Le groupe comporte actuellement 10 États et est appelé à s'agrandir. Quand même, hein. Alors nous retrouvons Bélarus, et ça se comprend, bien sûr, la Bolivie. C'est un peu la suite de la Russie. La partie eurasienne représentée par l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Les Africains, c'est l'Ouganda et le Nigeria. Les pays de l'ASEAN, on retrouve le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande, et puis l'Amérique latine avec le Cuba. Donc vous voyez que un petit peu c'est un panaché de pays en provenance de pratiquement tous les continents. Alors la particularité de ces nouveaux partenaires des BRICS est qu'ils peuvent participer aux sessions extraordinaires réservées normalement aux pays membres, aux sessions extraordinaires des sommets des BRICS. Ils peuvent également participer aux réunions des ministres des Affaires étrangères. Ils ne se réunissent pas qu'une seule fois. Ils se réunissent plusieurs fois par an. Ils peuvent également contribuer à l'élaboration des communiqués et déclarations finales des BRICS. Alors peut-être que moi j'ai retrouvé un petit peu cette erreur sur pourtant un site officiel en parlant justement des BRICS. Ils ont souligné que ces pays représentent, je pense, 40% de la production mondiale, du PIB mondial en PPA. Eh bien non, ce sont les pays BRICS avec les partenaires qui vont représenter 40% justement du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat et 51% de la population mondiale avec les partenaires. Sans partenaires, ils sont aux alentours de 48%. Donc plus de la moitié de la population mondiale se retrouve aujourd'hui sous le chapiteau des pays BRICS. Donc maintenant, les leçons. Oui. Quelles sont les leçons à tirer, surtout de ce sommet? Et alors que le temps passe très très vite, hein, et on doit également parler de la dédollarisation. Hein. Alors les leçons à tirer après ces sommets... On en parlera peut-être la dédollarisation une prochaine fois. Une prochaine fois. Oui. On va parler des leçons à tirer qui sont très très importantes. Ce sont des résultats du sommet de Kazan. Hein. Et celui qui s'est tenu l'année dernière. Oui, l'année dernière. C'est un des sommets les plus importants. Oui, vous venez de l'indiquer, effectivement. Sous présidence russe. Alors, le sommet de Kazan a été perçu comme un succès symbolique pour la Russie. Il en a pas besoin face aux attaques voilà, justement, quotidiennes, particulièrement de l'Europe, hein, des pays de l'Europe. l'Occident, justement. Justement pour la Russie, pour confirmer son rôle de leader dans le groupe des BRICS et sa position également de leader à l'échelle internationale. Le sommet de Kazan
est aussi un très très grand succès pour Vladimir Poutine, que j'appellerai moi l'homme du siècle. Pour la deuxième fois, vous venez de le citer. Oui, c'est ce que je dis quotidiennement. Apparemment, vous êtes fan, Madame Ah oui, je suis fan de Poutine, justement. Bon. Et j'appellerai cet homme, depuis, je pense, des décennies, il n'y a pas eu un homme politique de l'envergure de Poutine. Alors, pourquoi c'est un succès extraordinaire pour Poutine? Parce que quand vous avez une trentaine de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de chefs d'organisations internationales qui font le déplacement pour rencontrer un homme que depuis des années, les Occidentaux essayent de transformer en paria, moi je dirais c'est un succès. Par tous les moyens. Hein, par tous les moyens. Quand on voit les documentaires, moi je regarde certains documentaires, surtout sur les chaînes françaises, alors ils y vont fort, hein, Madame Habib. Hein. Exactement. Ah, oui, oui. Et c'est dommage parce que ce n'est pas toujours la manière la plus objective de traiter ce genre de sujet. Voilà. Justement. Alors la deuxième leçon, le sommet de Kazan a encore une fois confirmé l'attractivité du groupe des BRICS. On se bouscule, moi je dirais, au portillon, oui. Avec une trentaine de candidatures, dont celle de la Turquie. Il faut également faire remarquer, il est significatif que Narendra Modi et Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, aient eu leur première rencontre depuis 5 ans. Oui, c'est vrai. Ce qui signifierait, ce qui traduirait une forme d'atténuation de leur rivalité. De leur conflit et rivalité. Exactement. Alors la troisième leçon, on le retrouve, le lien le plus structurant justement qui réunit les pays BRICS, mais aussi tous les pays du Sud global, c'est justement de pouvoir retrouver un espace libre des sanctions occidentales. D'ailleurs, la présence d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est également un succès de ce sommet. Et lors de ses entretiens avec Guterres, Poutine a signalé justement les sanctions occidentales qui sont perpétrées illégalement et de manière unilatérale contre les pays africains, les pays d'Amérique latine, les pays asiatiques, tous les pays en développement, je dirais, avec une ingérence également non justifiée dans les affaires de... il s'en est plaint à Antonio Guterres sous couvert de soutien à la démocratie. Oui. D'ailleurs, Poutine, il a appelé, pour éviter les sanctions occidentales, il a proposé de créer des systèmes de paiement, des institutions financières. C'est pour contourner ce genre de sanctions, oui. Voilà, contournant la Banque mondiale et le FMI, ce qui laisse supposer, ce qui signifie un système post-Bretton Woods. Et c'est d'ailleurs ce dont on devait parler pour la suite de cette séance, Madame Habib Ben-Nasraoui, mais malheureusement, le temps avec vous passe très très vite et je crois qu'il faudrait laisser ce sujet pour une prochaine émission dans quelques semaines. On parlera de dédollarisation de l'économie mondiale. Oui. Et concrètement... Ça sera avec grand plaisir de venir m'exprimer sur justement ce thème. Alors le plaisir est partagé, j'espère, avec aussi également les auditrices et les auditeurs. D'ailleurs, ils retrouveront l'intégralité de cet entretien dans notre page Facebook, la page Facebook de RTC. Encore une fois, Madame Habib Ben-Nasraoui, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis à très bientôt. À très bientôt. On retrouve la musique avec Venus de Bananarama. 120 minutes sur RTCI.